mai, c'est la fête des mamans. Derrière cette date devenue un rendez-vous commercial, faut-il encore y voir le signe que nos mamans occupent des places vraiment à part dans nos cœurs, dans nos familles et dans notre société? C'est une des questions qu'on posera à notre invitée, Séverine Huguenin, spécialiste en communication parents-enfants. Bonjour mesdames. Bonjour Catherine. Alors, on a décidé de parler à la fête des mères. Alors, on n'a pas fait exprès, on n'est que des femmes, mais les hommes ont certainement un avis sur le sujet. Bonjour Alix. Bonjour Catherine. Donc, on part en voyage avec vous pour votre chronique. Oui, un vrai coup de cœur. On part à Stockholm. Oui. Très bien, vous donnerez quelques conseils pour une ville qui vous a vraiment... Avec joie. Avec joie. Bien, Yvelise, on termine avec vous l'émission. Oui, miaou, miaou, miaou. On va parler de chat. Tout va bien? Tout va bien. On parlera de chat. Sans transition. Bonjour Séverine Huguenin. Bonjour. Donc, je vous ai présenté alors vous êtes formatrice, conseillère, conférencière, communication parents-enfants. Vous êtes déjà venue dans cette émission l'année dernière. Oui. Voilà. Donc, on vous a invité en ce mois de mai, puisqu'à fin mai, pour ceux qui l'auraient oublié, ça arrive. Volontairement pas, c'est la fête des mères. Oui. Ça existe depuis longtemps. Est-ce que pour vous, ça a encore une signification, alors qu'on voit bien, les premiers à nous en parler, ce sont les magasins? Oui. Pour moi, c'est plutôt, enfin c'est ce que je ressens, c'est plutôt une fête commerciale. Et quand j'en parle un petit peu avec des mamans, ça devient de la survalorisation de la maman finalement. Et les mamans, elles se voient aujourd'hui comme, comment dire, comme si elles étaient un peu dans la toute-puissance. Et quand j'en parle, c'est avec certaines mamans, même au cours des ateliers, elles me disent finalement, on n'est pas très à l'aise avec ça, parce que ça nous culpabilise pas mal et ça nous met un petit peu la pression qu'il faut être la parfaite maman. Ouais. Voilà. C'est un peu des icônes, quoi. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que la fête des mères, on l'encense, enfin ça va un peu dans ce que vous dites, plus que la fête des pères? J'ai l'impression que c'est vrai qu'on offre moins de fleurs à un homme, par exemple, parce que je crois que la fête des mères, c'est la date la plus importante pour les fleuristes. Oui. Est-ce que ça signifie quand même quelque chose par rapport aux hommes? Pour moi, ça serait important aujourd'hui, et j'en parlais aussi avec des mamans, et c'est une idée d'une maman d'ailleurs, qui parlait que la fête des mères, du coup, dans la survalorisation, la fête des pères qui est plutôt dans la dévalorisation. Ce qui serait intéressant, c'est de faire la fête des parents. Parce que finalement, l'enfant, lui, il se retrouve, d'un côté, il y a maman, d'un côté, il y a papa. Donc, en fait, il n'y a pas l'unification, en fait, du papa et de la maman. Donc, le fait de faire la fête des parents, ça peut être vraiment intéressant. D'accord, ça simplifie le travail des instituts maternels. Oui. Il faut faire deux colliers de nouilles, mais la même date. En fait. Exact, c'est ça. Vous l'avez un peu dit, on attend beaucoup des mamans, oui. C'est ça? Ouais. Et les mamans, vraiment ce que je perçois, comment j'en discute avec elles, elles se sentent à la fois coupables, faut qu'elles soient parfaites, faire plein de rôles, donc dans le sauveuse, voilà, et du coup elles n'ont plus de place vraiment pour elles, c'est comme si elles devaient s'oublier en fait. Donc c'est vrai qu'au cours des ateliers, j'en discute vraiment beaucoup parce que ça commence à leur peser et ça devient un épuisement finalement. Voilà. Alors qu'on a un peu l'image avant les générations plus anciennes, la maman était très famille, donc à 100% pour ses enfants ou le conjoint. On entend aussi un peu une espèce de discours social qui dit qu'aujourd'hui les parents démissionnent un peu et justement sont un peu individualistes, égoïstes, penseraient plutôt à eux-mêmes plutôt que... Eh bien, je ne peux pas dire ça, moi, parce que ce n'est pas du tout ce que je rencontre. Hein. Je rencontre vraiment une demande, justement, pour que chacun puisse prendre sa place, que justement, cette espèce comment dire, que tout revienne à l'équilibre, en fait, qui est justesse. Parce que quand c'est trop, quand c'est pas assez, finalement, ça fait un petit peu des déboires, quoi. Donc, être aussi responsable de sa partie à côté de l'autre, c'est plus intéressant que chacun chez soi, quoi, en gros, je veux dire. Voilà. Mais les mamans sont vraiment... c'est pas n'importe qui, maman, dans la famille. Ouais, ce rapport aux enfants. La maman, c'est plutôt la protection, c'est plutôt les câlins, c'est plutôt la tendresse, c'est plutôt l'écoute. Le papa, ça serait plutôt... Le père, c'est les repères, c'est la parole, c'est la confiance. Donc c'est vrai que le fait de rééquilibrer tout ça, ça remet une famille harmonieuse. Et du coup, le papa, il peut vraiment se sentir à sa place. Et la maman, du coup, elle peut
ça va, je peux commencer à me poser parce que j'ai pas tout apporté finalement. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens au cours de mes ateliers. Elles engagent beaucoup de choses. Hein. Ah oui, il y en a vraiment pas les mal. papas, on les bouscule un peu justement, on leur demande de s'investir plus, même certains disant c'est compliqué pour leur identité en tant qu'homme et en tant que père. C'est compliqué parce qu'aujourd'hui, il y a justement cette place où il y a eu cette domination de la maman importante et du coup, le papa, il essaye de retrouver sa place. Alors, il y a eu cette partie, il y a des années, enfin, il y a même des générations où c'était plutôt le papa qui avait vraiment très bien sa place, même un peu trop. Et du coup, c'est comme s'il y avait eu une inversion. Donc, c'est encore une fois de rééquilibrer, quoi. C'est vraiment ce que je ressens à chaque fois dans les ateliers. Vous partagez un peu cette impression? Cette impression de balancier, effectivement, on change de statut, on essaie de parler de nouveaux hommes et de nouveaux pères qui essaient de trouver leur place dans les foyers. Avec beaucoup d'ouvrages aussi. Avec beaucoup d'ouvrages, de références, bien sûr, et de gens qui... Mon père, trouver sa place dans guide du jeune père, comment être un bon père, comment bien s'occuper de ses enfants à destination des nouveaux papas. C'est vrai que... Donc une grosse différence par rapport à, on va dire, nos mamans, à nous, qui se posaient moins de questions, où c'était plus net. Alors là, je vais plutôt parler de l'enfant, parce que pour moi, l'évolution, en fait, elle vient de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, il s'est mis à montrer des comportements différents, qui fait que le parent est obligé de se poser des questions différemment. Ah, vous percevez que ça vient plutôt de l'enfant? Oui. Pour moi, c'est vraiment... mais ça, c'est vraiment ce que je ressens... vraiment particulièrement, notamment au niveau émotionnel. Parce qu'autrefois, les émotions, elles étaient quand même étouffées. Aujourd'hui, nous commençons à donner la place aussi aux émotions. Donc l'enfant peut commencer à communiquer différemment. Du coup, quand un enfant est dans la rébellion, maman et papa, ils sont un peu perdus. Et alors qu'autrefois, on était plus dans le système de la soumission. Et maman, elle était aussi dans la soumission. Donc vous voyez, c'est comme si, effectivement, il y avait ce système de ces extrêmes, en fait. La femme considérée comme une mineure. Exact. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on entend, c'est pas rare qu'un enfant, un petit même, dise à sa maman « je t'aime pas, tu fais exprès ». La différence, je crois que c'est que maintenant, on l'entend ça. Alors qu'avant, on ne l'entendait pas. Voilà. Même si c'était peut-être pensé, malgré tout, déjà. Oui, mais les enfants ne s'autorisaient pas ce genre de réflexion. Oui, ils le disent, mais ils ne le pensent pas forcément. Et on est capable de l'entendre. Et du coup, on est un peu perdu. C'est possible. Enfin, je pense qu'on peut être un peu perdu. Est-ce que justement, je peux me permettre de donner un outil par rapport à ça que je donne beaucoup? Justement, quand un enfant dit « maman, je t'aime pas » ou « papa, je te déteste », c'est sa façon à lui... Attendez, je note, parce que ça rêve souvent. C'est sa façon à lui, en fait, d'exprimer un mal-être. Donc, l'outil que je transmets, c'est tout simplement, au lieu de lui dire « écoute, je veux pas entendre ça », où on rejette cette souffrance, c'est de lui dire « je mesure à quel point c'est difficile de se sentir aimé ». Parce qu'en fait, chaque parent, chaque enfant dans la famille a un langage de l'amour. Et donc, ce langage de l'amour, ça va être par exemple que l'enfant, il va dire « maman, je t'aime pas », tout simplement parce qu'en fait, ce matin, tu as oublié de me faire un câlin. Et que pour moi, ce câlin, il est important. Il faut comprendre pourquoi elle... Voilà, il y a vraiment un langage en fait que l'enfant utilise. Et comme je rejoins complètement Alix, que l'enfant, en fait, autrefois n'exprimait pas. Parce que la peur d'exprimer, la peur de parler. Et aujourd'hui, cette ouverture, elle est « je peux parler maintenant ». Mais ce n'est pas parce que je peux parler que j'ai toute ma place non plus. Donc, il y a aussi un cadre à mettre, il y a aussi des limites. Oui, parce que j'allais vous dire, j'entends d'ici les grands-parents qui disent « qu'est-ce que c'est que ça, il faut avoir un peu d'autorité ». Et bon, il m'a manqué de respect, stop, t'arrêtes ton cinéma, quoi. Oui. Non. Non. C'est au contraire, chacun à sa place. Maman, elle a le droit de dire à un moment, je suis épuisée, je ne suis pas bien. Là, j'ai un exemple avec une maman en début de semaine avec qui j'étais en atelier en individuel, qui s'est mise à beaucoup pleurer, qui m'a dit, tu sais, Séverine, je me sens enfin libérée de ma culpabilité parce que quand j'arrivais de mon travail, je me sentais en fait coupable de me dire que je voulais me poser et que je n'avais pas cette possibilité. Et maintenant, elle dit à ses enfants, écoutez, là, pour le moment, je suis indisponible, mais je vous promets que je vais venir après. Donc, elle se pose 10 minutes et elle vient. Et du coup, ça l'accueille et elle dit, je sens beaucoup plus d'amour en fait, et du coup, moi, je peux en transmettre beaucoup plus. Donc, c'est vraiment chouette ça. Très bien. Alors, le SAS, il va aller... Ça va être la Suède avec Stockholm et la petite échappée dans les pays du Nord. Très bien, c'est parti. Alors, ce qui est amusant, c'est que Stockholm n'est pas sans relation avec le sujet... de la fête des mères. Alix, oui, c'est vrai, j'avais déjà oublié. Oui, parce que moi, j'ai visité Stockholm pour la première fois, parce que nous avons, mes sœurs et moi, emmené notre maman à Stockholm pour un anniversaire. Ce n'est pas pour la fête des mères. Mais voilà. Donc vous êtes allée plusieurs fois à Stockholm.
plusieurs fois à Stockholm parce que j'ai tellement aimé que j'ai eu envie d'y retourner. Et j'en reviens, j'y étais la semaine dernière. Voilà. Quelle chance. Alors, vous allez nous dire pourquoi vous avez aimé, qu'on a beaucoup d'a priori et que finalement ça peut être une destination assez simple et assez bon marché quand on connaît un petit peu certaines astuces. Alors il y a une mode, une nouvelle activité qui se fait beaucoup, c'est ce qu'on appelle le city break, c'est-à-dire une petite escapade du week-end qui s'est développée à la faveur des vols low cost. Voilà, donc on peut partir à Stockholm pour moins de 50 €. De Nantes. Sans beaucoup de bagages, évidemment. Partir, mais est-ce qu'on peut revenir? Si vous avez envie de revenir, vous pouvez revenir. Voilà. Donc, pas forcément de Nantes, non, de Paris. De Paris, d'accord. Et alors, qu'est-ce que j'en étais où? Donc c'est pas très cher. Voilà. Nous, il faut rajouter le train, on va dire. Voilà. Ouais. Et surtout, oui, il faut rajouter le train, bien sûr. Hein, mais quand on s'y prend à l'avance, le train, ça peut ne pas être très cher non plus. Voilà. On peut s'organiser. Faut demander, ça demande un peu d'organisation, c'est sûr. Ouais. Et en tout cas, les city breaks, il y en a beaucoup de gens vont à Londres, par exemple, à Barcelone, à Berlin, c'est des destinations à la mode. Mais moi, je ne rencontre pas beaucoup de gens qui sont allés à Stockholm. Alors, c'est pour ça que j'ai eu envie d'en parler. Loin, froid. Alors, 2h30 de vol à part. Pardon ? La langue, peut-être. La langue aussi, oui. J'en parlerai de la langue. Mais bon, c'est que 2h30 de vol de Paris. Il y a des vols 2 fois par jour. Donc vous arrivez à Stockholm et moi j'ai été émerveillée d'abord parce que c'est un endroit, la situation est incroyable. La ville est bâtie sur 14 îles, c'est sur un véritable archipel, donc c'est vraiment la Venise du Nord, comme on peut l'appeler aussi parfois. La ville est très colorée, comme aussi beaucoup de villes du Nord. C'est une ville qui allie à la fois la modernité et puis justement la tradition. Une architecture très raffinée, 18e dans sa plus grande partie, voilà. Mais la ville a commencé à se faire dès le XIIIe siècle. Donc il y a aussi des parties plus médiévales. Les quartiers sont donc construits sur des îles. On peut aller d'une île à une autre en empruntant un pont, tout simplement. Ou alors il y a un service de bateau qui s'appelle Hop On, Hop Off, à l'anglaise. On monte, on descend. Voilà. Ah oui. Et voilà. Et ce qui nous permet d'abord de se déplacer, mais aussi d'avoir une vue de la ville par la mer. Alors, elle est à la fois, cette ville, Stockholm, est à la fois sur la Baltique et sur le lac Mälaren. Voilà. Alors, est-ce que c'est cher quand on veut y dormir, y manger? Ça peut être cher. Ouais. C'est vrai que ça peut être cher. Parce que les pays du Nord ont un niveau de vie supérieur au nôtre. Donc en général, c'est vrai qu'un repas dans un restaurant équivalent à ce qu'on payerait, nous, 20 €, on le payerait peut-être 30 là-bas. Oui. Mais il y a moyen de s'arranger. C'est-à-dire que les Suédois sont des gens... On peut faire la vaisselle, mais ça, je n'ai pas essayé encore. Mais il y a beaucoup de... Le principe, c'est aussi le café à volonté. Les petits déjeuners sont souvent compris dans le prix de la chambre d'hôtel. Vous avez votre bouilloire électrique et alors déjà si vous faites votre petite course dans la boulangerie du coin, le café est offert, voilà. Il y a des auberges de jeunesse pour les jeunes. Il y a des restaurants aussi où c'est à volonté pour un prix modique, dont un qui est absolument génial sur une île et on surplombe l'ensemble de l'archipel et pour 11 €, on a un repas à volonté, ouais. Dans les quantités pantagruéliques, dans les quantités qu'on veut, avec encore café à volonté. On peut y passer l'après-midi en plus. Personne ne viendra vous embêter pour ça. Ah oui, c'est la nourriture. C'est peut-être pas le but non plus. Non, quand il pleut, une journée un peu pluvieuse, on peut y passer un peu de temps. Parce que c'est un endroit agréable. Un endroit agréable. Voilà. Alors il y a quand même la question de la langue que soulevait Yves-Lise. Oui. Le français, non, c'est pas la peine. Alors, le français, il y en a quelques-uns. Alors, ce qui est amusant, c'est que c'est des gens très chaleureux et très aimables et accueillants. Donc, quand ils savent que vous êtes français, ils se tentent 2 ou 3 mots en français, mais ils parlent couramment l'anglais, mieux que la plupart des Français, je suppose. Ça se revient. Voilà, donc c'est bien de connaître un petit peu d'anglais. Bon, puis après, il y a le langage des signes, hein. Les dessins aussi. Vous amenez votre petit carnet, puis crayon, puis vous faites des schémas. Voilà. En tout cas, on a de quoi se régaler à Stockholm, tant sur le plan esthétique que sur le plan culturel. Il y a beaucoup de musées historiques sur la culture scandinave en général. Il y a le Palais Royal, la relève de la Garde, on se croirait presque...
Donc on peut rester sur Stockholm, hein, On reste sur Stockholm, on peut y passer 4 jours sans problème, sans s'ennuyer. Et il y a aussi pour les amateurs de pop, le musée du fameux groupe ABBA. Je ne suis pas allée. Mais bon, je sais qu'il existe. Un incontournable à faire pour Avec le petit inconvénient pour terminer, c'est que l'aéroport est éloigné de Alors Stockholm. quand vous venez par un low cost, l'aéroport est à 100 km de... Bon, il y a des navettes qui existent. Mais sinon, si vous venez par Air France, là, le billet d'avion est à 140 €. C'est pas non plus ahurissant. On peut aller à Nice pour le même prix, je crois. Même plus cher parfois. Là, vous êtes à 40 km seulement de la ville. D'accord, très bien. Voilà. Bon, parfait, ouais, ça a donné envie pour ABBA ou pour autre chose. Je vous conseille, chaleureusement. Très bien. On retourne à notre sujet de la fête des mères, où le rôle et la place des mamans. Vous animez des ateliers parentalité. Oui. C'est étonnant, c'est pas des choses qui existaient il n'y a pas si longtemps, c'est parce que les parents sont vraiment démunis. Comme je disais tout à l'heure, les parents sont démunis face à des enfants qui sont différents. C'est que les enfants, avant, on en parlait, ils étaient plutôt dans la soumission, c'est-à-dire je fais un peu comme papa, maman me dit, et puis aujourd'hui, ce sont des enfants qui s'expriment dans la rébellion. Ouais. Donc nous allons de nouveau dans l'extrême. C'est quand même l'attitude des parents qui fait que leurs enfants réagissent différemment. Pas forcément, c'est que l'enfant, il n'a plus envie de se taire finalement, donc il y a besoin de trouver une coopération, c'est-à-dire donner la place à l'enfant et aussi que le parent puisse prendre sa place, que les parents puissent prendre sa place. Parce que finalement, avant, quelque part, c'était nous, on décide en tant que parents, puis toi, tu es un petit peu la plante qu'on te met à droite, à gauche. Non, aujourd'hui, l'enfant, il est en train de montrer qu'il existe. Et justement, ce qui est difficile, c'est de pouvoir communiquer avec l'enfant dans cette coopération. Parce que quand vous appuyez, par exemple, sur la rébellion de l'enfant, ça continue. Donc, c'est comment, justement, de nouveau équilibrer tout dans cette juste valeur et exprimer aussi que l'enfant, il a le droit à sa place avec des valeurs. Et dans sa valorisation propre, c'est-à-dire ni survalorisation, ni dévalorisation. Donc en fait, c'est tout un travail d'être parent aujourd'hui et c'est vraiment compliqué. Et voilà. le papa, lui, est-ce qu'il peut intervenir dans la relation entre la maman et son enfant, si justement il y a conflit ou, Alors, il peut intervenir dans la relation justement tout en valorisant aussi la maman. Parce que ce que je vois aussi, c'est que dans les couples déjà, la dévalorisation est très rapide. Reproche mutuel. Voilà. Ouais. Donc, ce qui veut dire que l'enfant se retrouve aussi dans la dévalorisation. Donc, si papa dévalorise maman, bah, du coup, l'enfant dévalorise maman. Vous comprenez ? Ça devient un schéma. Bah oui, c'est ce qu'on appelle un petit peu le schéma, je ne sais pas si vous connaissez ce fameux triangle qu'on appelle victime, bourreau, sauveur. Et du coup, l'enfant, bah, il voit ce schéma se faire. Donc, soit il va devenir dominant face à maman qui se fait rabaisser, soit il va devenir plutôt sauveur, sinon il va devenir persécuteur. En ce moment, il y a énormément d'enfants qui sont dans la persécution parce que moi, je suis aimée comme ça. Donc, si je suis aimée comme ça, je vais continuer comme ça. Bien. Et c'est complètement inconscient, hein, c'est un système inconscient. Donc c'est justement en rééquilibrant entre la coopération, chacun sa responsabilité, en mettant l'enfant face à la conséquence de ses actes aussi. Parce que l'enfant, il a des droits, mais il a aussi des devoirs, donc il ne fait pas tout. Donc si on met aujourd'hui, justement par rapport à il y a des années, l'enfant est devenu aussi survalorisation. Donc c'est aussi comment rééquilibrer ça. D'accord, voilà. Donc oui, le registre à la culpabilisation fait qu'on n'utilise pas toujours les bons outils. Voilà. Mais à un enfant, on ne peut pas... La maman, quand elle parle à son enfant, il ne comprend pas tous les termes. Il faut aussi... Alors, quand par exemple, ça c'est des exemples que je prends, j'aime beaucoup les choses très concrètes dans mes ateliers. Par exemple, si vous dites à un enfant « dépêche-toi, tais-toi », il ne peut pas comprendre ça. Parce que derrière, il y a des émotions qui sont dites. Quand un parent dit « dépêche-toi », ça va soit mettre l'enfant, s'il est dans la rébellion, qu'est-ce qu'il va faire d'après vous ? Il va mentir. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire, voilà, je vais faire pour faire plaisir à papa, maman, d'accord ? Donc, c'est tout simplement de dire en tant que parent quelque chose de très nouveau, mais de parler de nos émotions. C'est « j'ai peur d'être en retard ». Vous voyez bien la différence ? Oui, décoller, expliquer... Voilà, parce que l'enfant, il vous capte par votre émotionnel. Et c'est pour ça que c'est si difficile aujourd'hui, parce qu'autrefois, on arrivait à étouffer ça. Mais aujourd'hui, l'enfant, il est en train de dire, moi, je souffre parce que je te vois me dire que dépêche-toi, mais je sais que tu as peur. Donc, du coup, c'est, j'ai pas le droit d'avoir peur, je dois avoir honte d'avoir peur, ou alors ça va devenir des angoisses. Et finalement, si toutes les émotions sont interdites, comment je vais m'exprimer ?
Bah, faut espérer. Mais c'est merveilleux, au contraire. Ouais. C'est vraiment merveilleux. Aujourd'hui, être une bonne maman, Ouais. c'est savoir s'amuser avec ses enfants, travailler, être active, être parfaite à la maison, savoir recevoir. C'est beaucoup d'identité à la fois. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'est pas possible d'être super maman et super papa. C'est juste de pouvoir le faire avec son cœur et de regarder aussi son enfant, parce que l'enfant montre des choses. Donc nous sommes, comment dire, c'est un lien qui se crée en fait. Alors qu'autrefois il n'y avait pas franchement ce lien qui se créait. C'est comme si on avait un peu peur de l'enfant autrefois. Aujourd'hui, l'enfant il est en train d'aussi montrer des choses. Et je vois les parents me disent souvent à la fin des ateliers, ben, finalement c'est beaucoup plus simple d'être parent maintenant et parce que c'est plus, parce que du coup si on écoute notre enfant, il nous guide aussi. Et c'est vrai, c'est vraiment une réalité, quoi. L'enfant, il commence à faire une grosse colère qui est excessive, ben, essayons de comprendre qu'est-ce qui se joue. Et si c'est vraiment excessif, c'est qu'il y a un mal-être. Donc, combien de fois, par exemple, j'ai des parents qui me disent « Ah, ben, je vois que là, tu es très en colère. » Ben oui, maman, parce que là, tu ne m'as pas écouté. Et ça désamorce. Et ça désamorce complètement. Donc, nous n'appuyons pas du tout sur ni cette espèce de rébellion ou cette persécution que l'on cherche. Voilà. Parce que, quelque part, ben, c'est comme si on voulait créer des conflits, quoi. Donc, faire un peu l'effort de la distanciation. Voilà. Très bien. Alors, on va préciser que vous avez un blog. Oui. Que vous animez donc des ateliers, soit à la demande d'associations, soit individuels. Vous intervenez aussi des conférences. Et puis, vous êtes en collaboration avec des organismes avec l'UDAF ou Famille Orale, qui proposent aussi des choses. Et puis, on a trouvé un site internet qui s'appelle Être Parent 85, qui recense les différents rendez-vous des différents organismes qui existent sur le département. Alors, ça peut être des fois des cafés parents, des conférences, des rencontres ou des ateliers. On va miauler avec Yves-Lise. Alors, est-ce qu'on s'occupe des chats comme on s'occupe des mamans ou des enfants? Vous avez des chats à la maison? Ouais. Combien en avez-vous? 2, 3, 4, non, aucun. Moi j'en ai 2, 3, enfin 2 chats et une petite minette toute fine. Et en croire les chiffres, je ne suis pas la seule parce qu'on doit être environ 12 millions, 60... Il y a plus de chats que de Français. Il y a plus de, non, il y a plus d'animaux domestiques que de Français, ça c'est clair. Oui. Par contre, non, ils ne sont que 12 millions et demi petits matous qui miaulent, contre quand même 7 millions de chiens. Ouais. Donc il y a quand même une grosse majorité de chats sur la France, enfin sur la France. En Corse aussi. Et en Corse aussi. Par contre, voilà, je voudrais présenter donc un ouvrage qui s'appelle « Le guide de survie avec un chat » que Frédéric Pouillet et Suzy Jouffa, qui aiment beaucoup les chats, ont écrit avec leurs 4 mains et non pas leurs 4 pattes, on aurait pu dire. C'est un livre assez On n'ose drôle. pas le dire. Oui, c'est un livre assez drôle. C'est inspiré sans doute par leur petite Zita, qui est une grosse minette norvégienne, qui doit faire la loi Pas chez eux. suédoise. Non, norvégienne, désolée. Elle est Alix. blonde. Donc ce guide survie est un peu particulier. Ce n'est pas un guide pour bien s'occuper de son chat, pour bien le soigner, guide alimentaire, du tout, du tout. C'est un guide de listes, 80 listes qui vont vous faire rire, qui vont vous faire sourire, qui vont vous faire réfléchir aussi parfois, parce qu'elles donnent effectivement d'excellentes raisons pour aimer votre chat si vous en avez un, et d'excellentes raisons aussi pour en adopter un si vous n'avez pas encore trouvé le matou de vos rêves. Donc parmi les 80 listes, moi j'ai retenu particulièrement, j'en ai retenu 3 en fait, les 8 règles à instaurer dès que votre chat arrive à la maison, mais aussi les 13 choses que votre chat pense secrètement de vous. Comme les enfants. Comme les enfants, mais exactement, il y a des parallèles à trouver effectivement. Je retiendrai au moins une de ces listes, celle qui indique les 19 bonnes raisons de préférer un chat à un chien. Et parmi ces raisons, j'en citerai 2. Lorsqu'ils font des bêtises, contrairement aux chiens, les chats n'ont pas de mauvaise conscience. Je ne sais pas si vous avez vu un chat faire une bêtise, il n'a aucune mauvaise conscience. Exemple total d'indépendance aussi vis-à-vis de l'homme. Par exemple, quand on lance une balle à un chien, le chien, qu'est-ce qu'il fait? Il la rapporte. Et bien le chat, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il joue avec, il s'en va. Voilà. Donc, au revoir la balle. Et surtout, à travers ces 80 listes, les 2 auteurs répondent à une question fondamentale et cruciale. Mais à quoi sert un chat? Et oui, un chat, ça sert à quoi? Certes, il n'y a pas plus agréable que d'avoir un petit minou qui ronronne en travers ses genoux. Ça, c'est très agréable, surtout quand on le caresse, c'est agréable. Un chat, c'est réconfortant. Oui, je vois pas trop les choses comme ça, même. Si, les enfants adorent ça. Ah oui, les c'est enfants. très... Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est même guérisseur. C'est guérisseur, voilà, il y a des thérapies. Oui, il y a des bars à chats. Oui, il y a des... Et dans un appartement, quand il y a un appartement sans chat, ça paraît bien vide. Le soir, quand vous rentrez, il n'y a personne pour vous accueillir. Voilà. Donc, mais finalement, un chat, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Vous avez trouvé des réponses dans ce guide de survie. À faire des câlins. Et à faire des câlins. Donc, le temps de cette petite chronique, Cathy, Madame Huvelas, est-ce que vous êtes devenue allirophile? Allirophile. Alors, allirophile, c'est celui qui aime, ou celui ou celle qui aime les chats. Voilà.
Il y a eu plusieurs livres d'auteurs, d'écrivains sur leur chat, qui inspirent beaucoup. Colette notamment. Alors, on rappelle Guide de survie avec un chat. Oui, aux éditions Tutut. Et ça coûte. Oui, ça ne s'invente pas. Non, c'est Tutut et c'est vendu au prix de 9,90 €. Ouais, bonne idée pour la fête de mère. Oui, ça c'est par chouette. exemple. Très bien. Merci à chacune de vous pour cette émission et cet échange très agréable. On termine avec la une du magazine Racine avec une interrogation d'actualité. Internet, faut-il vraiment s'y mettre? C'est Ulysse qui s'est penché sur la question puisqu'on nous accule, y compris pour la déclaration de revenus, à absolument s'y mettre, mais c'est pas si facile que ça quand on n'y connaît rien. Voilà. Merci, bonne semaine. Plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.